Comme chaque vendredi dans Culture Monde, on va vous proposer une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. C'est aujourd'hui Marc Semo qui est avec nous. Bonjour Marc. On va parler de diplomatie arabe de la France et en particulier de l'Arabie Saoudite. Depuis longtemps, Riyad est un partenaire stratégique d'importance pour Paris. D'ailleurs, on le voit dans le domaine des ventes d'armes ces derniers mois, celles achetées par l'Arabie Saoudite et pour l'Arabie Saoudite, mais aussi celles de certains voisins comme l'Égypte ou le Liban, qui sont également payées par le royaume wahhabite. Donc on le voit, Paris mise sur son allié saoudien pour vendre des armes, mais aussi peut-être plus largement pour appuyer sa diplomatie régionale, pour y garantir une certaine stabilité, pour organiser la lutte aussi contre le terrorisme. Tout cela grâce aux énormes ressources de pétrodollars qui jusqu'ici semblaient illimitées. Mais voilà, le royaume va mal. Son économie fait les frais d'un prix du baril très bas. Et le grand programme de réforme qui a été annoncé très récemment par le prince et vice-héritier Mohamed Ben Salman ne sera probablement pas suffisant pour propulser le pays dans une économie post-pétrole. Alors, la diplomatie arabe de la France pourra-t-elle résister à l'effondrement de l'économie saoudienne ? Finalement, Paris doit-il encore parier sur cette alliance stratégique ? Peut-il seulement faire autrement ? Quel autre choix pour cette région plongée dans une instabilité profonde ? On va s'intéresser donc à la diplomatie arabe de la France dans quelques instants. On va probablement élargir les choses et évoquer d'autres dossiers. Je pense à la Syrie, je pense au conflit israélo-palestinien. Pour ce faire, nous avons autour de cette table d'abord Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po, un spécialiste des relations internationales. On vous connaît très bien ici à Culture Monde, puisque d'ailleurs vous êtes le parrain de cette émission. De l'autre côté de la table, Yves Aubin de la Messusière, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes ancien diplomate. Vous avez été en poste dans un certain nombre de pays de la région. Avant d'évoquer ces questions ensemble, place à notre retour d'eux, comme c'est la coutume dans Culture Monde chaque vendredi. Mais une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un journaliste qu'on reçoit, mais c'est une universitaire. C'est Myriam Ababsa, que je n'ai pas encore présentée. Bonjour Myriam Ababsa. Bonjour. Vous êtes géographe, vous êtes chercheur associé à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient. Vous êtes basé à Hammam et on va parler justement ensemble de la Jordanie. Vous vivez depuis une quinzaine d'années maintenant à Amman. On va évoquer ensemble l'impact de la crise syrienne sur le royaume hachémite. Vous vous intéressez en particulier aux conditions d'accueil, aux politiques publiques relatives aux réfugiés, aux impacts aussi de cette crise humanitaire sur le plan sécuritaire. Alors je rappelle peut-être en quelques mots pour nos auditeurs et puis pour le public qui est avec nous ici à l'Institut du monde arabe, la Jordanie accueille aujourd'hui officiellement 700 000 réfugiés syriens. C'est en fait quasiment le double si on compte les personnes qui ne sont pas inscrites auprès du HCR. J'indique d'ailleurs que vous avez travaillé au HCR également, Myriam Ababsa. C'est donc plus que l'Allemagne quand on réfléchit, plus que ce que l'Allemagne a accueilli sur l'année précédente. C'est aussi bien sûr quasiment 5 fois plus, voire même plus encore que le fameux mécanisme de relocalisation qu'avait prévu l'Union européenne en septembre dernier, qui d'ailleurs n'avait pas du tout été respecté, puisque 3 mois après, on se souvient qu'à peine 1000 personnes avaient été relocalisées, justement. Cette semaine, Myriam Ababsa, alors que le roi Abdullah II de Jordanie était en Belgique, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, est venue plaider au Parlement européen pour une aide accrue en faveur et du Liban et de la Jordanie. Notre soutien, disait-elle, à la Jordanie et au Liban est un investissement. Voilà ce qu'elle a dit. Alors jusqu'ici, on avait déjà 6 milliards qui avaient été dépensés par les États membres pour les réfugiés du côté du Liban et du côté de la Jordanie. Le mois dernier, on a eu aussi cette visite officielle de François Hollande du côté de la Jordanie promettant une aide d'1 milliard sur 3 ans. Est-ce qu'il est en train de se passer, Myriam Ababsa, en Jordanie, ce qui s'est passé avec la Turquie ? C'est-à-dire qu'on est en train de se mettre d'accord sur le prix à donner à la Jordanie pour qu'elle garde ses réfugiés, pour qu'elle évite que tous ces réfugiés ne gagnent l'Europe ? Oui, c'est certain. La Jordanie est un pays de 9,5 millions d'habitants qui a accueilli plus d'1 million de réfugiés. 20% de la population est constituée de réfugiés désormais. 639 000 sont enregistrés au HCR. Une grande partie, le gouvernement dit qu'il y en a 700 000 qui sont... On ne va pas discuter, il est possible qu'il y en ait un peu moins malgré tout. Il n'est pas possible qu'il y en ait eu 700 000 qui étaient présents avant le début du conflit en 2011. Mais il est certain que la pression que la présence de ces réfugiés, qui ne sont pas tous dans les camps, 80% est intégré dans des zones à la frontière, gouvernorat d'Irbil, gouvernorat de Mafra, qui étaient déjà des zones assez pauvres, et donc qui sont rentrés en concurrence avec les populations pauvres sur à la fois le marché de l'emploi informel, et sur les loyers, la location. Et la nouveauté, après la conférence des donateurs de Londres en février, c'est que alors déjà, le Bureau international du travail était arrivé à convaincre le gouvernement de permettre aux réfugiés syriens le droit de travailler, parce qu'ils ne l'ont pas pour le moment.
Et est-ce que justement permettre à ces réfugiés syriens de travailler, c'est aussi le signe que la Jordanie a pris conscience finalement que ces réfugiés sont là pour rester, en tout cas un moment? En effet. En effet, l'idée, c'est qu'on ne voit pas de solution dans l'immédiat. Il y a toujours la volonté exprimée de retourner en Syrie. Certains d'ailleurs le font en ce moment. On a à peu près 300 personnes qui passent, qui sont conduites par la police des frontières chaque jour en Syrie. Et après, elles annoncent vouloir traverser la Syrie pour aller, pour 18% d'entre elles, en Turquie. Et de là, peut-être rejoindre. Mais là, malgré tout, la frontière n'est pas si perméable. Vous dites, Myriam Ababsa, que la société jordanienne est en train de montrer quelques signes de lassitude devant cette présence de réfugiés syriens. Comment s'illustre justement cette lassitude et jusqu'à quel point finalement ça pourrait constituer, disons, une source de déstabilisation pour le régime? Alors, il faut plutôt... Il y a en effet, quand on fait des sondages, des tensions qui sont exprimées, manifestées, et elles se font au quotidien. Mais il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on voit en Allemagne. C'est vous gardez quand même à l'esprit qu'il y a eu une véritable résilience, un accueil réel. Mais les tensions, la compétition est réelle. Et en particulier, elle se voit sur le chemin de l'école. C'est un énorme problème. Beaucoup d'agressions d'enfants entre eux sur le chemin de l'école, beaucoup de tensions au niveau de l'emploi. Donc il y a surtout la demande d'avoir désormais une gestion plus développementaliste, c'est-à-dire aider les municipalités à résoudre la question des ordures. La Banque mondiale a lancé un programme de cohésion sociale qui permettrait de trouver des possibilités de donner du travail aux Syriens sans en fait en retirer aux Jordaniens, et en fait les Syriens rentreraient en compétition. Dans les faits, ils rentrent en compétition avec les travailleurs égyptiens surtout, mais ça, je ferme la parenthèse, et dont la cohésion sociale serait, par exemple, parmi les politiques, de créer de l'emploi dans des zones industrielles spéciales, mais aussi au sein des municipalités pour collecter les ordures. L'idée étant que, en faisant cela, alors c'est ponctuel, mais c'est quand même une idée de la collecte des ordures étant le domaine de participation citoyenne, c'est-à-dire que pour collecter vraiment correctement, il faut qu'on ait... voilà, donc on emploierait des Syriens pour faire cela. Bon, c'est parmi les solutions qui sont développées, mais il est certain que, oui, il y a une lassitude et surtout il y a une mauvaise perception. Il y a l'idée que l'aide internationale des organisations des Nations Unies, mais également l'aide caritative qui vient des pays du Golfe, à travers les organisations islamiques, bénéficie en majorité aux Syriens au détriment des Jordaniens pauvres. Et donc, par exemple, le centre de Ce qui est la réalité? Alors, oui, c'est certain, c'est certain. Mais en même temps, c'est pour ça que les donateurs payent. Oui, c'est certain, mais il y a aussi des cas de détresse et de pauvreté en Jordanie. On considère qu'il y a officiellement ces 13% de population en dessous du seuil de pauvreté, mais en fait, un rapport du PNUD récemment a rappelé que dans toutes ces définitions, il faut imaginer ceux qui sont juste au-dessus de la ligne. Et en fait, on arrive à un tiers de la population qui est pauvre. C'est-à-dire qu'il y a, sur la définition, 68 dinars par personne et par mois, 80 €, quoi. Donc, il y a un réel... Vous parliez de résilience, Myriam Ababsa. C'est vrai qu'il faut rappeler peut-être ce rôle très particulier du pays dans la région, qui sert finalement d'une certaine manière de refuge à beaucoup de populations de la zone, et ça depuis longtemps, hein, déjà depuis la première vague, après la première guerre israélo-arabe en 1948, mais aussi après, la guerre des 6 jours en 1967, etc. Donc il y a une longue histoire de ce pays qui est habitué d'une certaine manière à absorber les crises, les séismes de la région. Qu'est-ce qui fait que finalement, malgré toutes ces crises, la Jordanie tient encore? Qu'est-ce qui explique la stabilité de la Jordanie? C'est parce que c'est un royaume, c'est une monarchie? Oui. Et puis aussi, les deux raisons, c'est également une certaine homogénéité, bon, j'en parle devant les experts, hein, mais une homogénéité religieuse et ethnique, en fait, qui fait qu'il n'y a pas... Essentiellement des Arabes sunnites. Mais voilà, il n'y a pas de... Bon. Mais en effet, il faut souligner, comme vous le dites, la Jordanie est un État qui est exceptionnel au niveau mondial parce qu'elle a à la fois le plus grand nombre en chiffres absolus et relatifs de réfugiés. On ne va pas développer, mais il y a quand même 2 millions de réfugiés palestiniens qui reçoivent les services de l'UNRWA, l'Organisation unie pour le travail des réfugiés palestiniens. Ils sont citoyens également. Il y a également 300 000 Irakiens arrivés à partir de 2003. Bon, il n'y en a que 40 000 qui ont une carte de demandeur d'asile, donc du HCR. Et puis maintenant, il y a 639 000 réfugiés syriens. Donc la Jordanie a en effet... et puis il est un truc tout concret pour soigner les blessés de guerre.
les hôpitaux accueillent des blessés qui viennent de Syrie. Ils sont soignés dans le système public jordanien, mais également dans des cliniques développées par des organisations islamiques. Donc amputation, soins divers. Et c'est une des raisons qui est émise sur le fait qu'il faut... voilà, c'est un des... Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être en quelques mots les conditions de vie aujourd'hui dans les camps en Jordanie? Alors je crois que s'agissant des réfugiés, on a à peu près 20% de la population qui est encampée, si je puis dire, et le reste de la population est en dehors de ces camps. Comment ça se passe très concrètement dans ces camps? Alors il faut distinguer 3 types de camps. Il y a les camps gérés par le HCR et... Donc il y en a 2, Zaatari et Azraq. Alors Zaatari est plus intégré, il n'est pas à Mafraq, il y a à peu près 80 000 personnes avec presque 2500 petits commerces qui sont nés, il y a toute une vie de camp qui s'est développée. Azraq est beaucoup plus difficile, Azraq est développé depuis avril 2014 sur des conditions sur un terrain basaltique très loin de tout. Et il contient à l'intérieur de lui-même une sorte de zone de sécurité à l'intérieur même du camp, par laquelle sont dirigées les personnes qui rentrent du 3e type de camp, qui sont les camps de rétention. Et c'est l'énorme problème. Alors, les conditions de vie dans les camps, au début, c'était très difficile de gérer une ville de 140 000 habitants. Il y a eu 140 000 habitants en 2013. Et donc, il y a eu en effet des problèmes de conflit. La police n'était pas assez... Bon, ça s'est stabilisé, en particulier parce que le HCR et la police, le gouvernement a créé des comités de mourtards, d'élus, par quartier dans le camp pour essayer de désamorcer les problèmes. Et puis, il y a eu des expulsions, de refoulement, en fait, même si... Voilà. L'une des craintes, Myriam Ababsa, s'agissant de ces camps, c'est qu'ils ne soient infiltrés par l'idéologie de Daesh. Est-ce qu'il y a un vrai risque de voir des réfugiés se radicaliser, rejoindre les rangs de l'organisation de l'État islamique? Et au fond, d'où viendrait le danger? Est-ce que ce serait des personnes, des individus venant de l'étranger? Est-ce que ce serait plutôt une forme de radicalisation des salafistes jordaniens eux-mêmes? Alors, écoutez, moi, je voulais juste terminer. Il y a un 3e type de camp, je vous en prie, qui est les camps de rétention. Et donc, ces camps de rétention sont 2 camps qui se trouvent à Hadarat et Rukban, sur la frontière même, et qui, en ce moment où je vous parle, posent un énorme problème. Il y a 50 000 personnes qui sont en fait des réfugiés syriens que la Jordanie décide de filtrer, c'est-à-dire de vérifier justement s'ils ne sont pas des combattants donc de Daesh. Et donc concrètement, tout homme qui n'a pas un rattachement familial en Jordanie ne peut pas rentrer. Donc c'est quand même une énorme contrainte. Mais maintenant, il y a toujours cette idée d'une peur de prosélytisme et de... pas tant dans les camps évidemment, mais également à travers tout ce qui est activisme religieux qui accompagne une assistance humanitaire. Et on le voit par exemple pour l'aide du Qatar, pour l'aide de l'Arabie Saoudite, qui est... donc beaucoup d'organisations non gouvernementales saoudiennes et qataries ont le droit de travailler en Jordanie. Ils font un travail qui est d'ailleurs assez appréciable du point de vue de la médecine, de la chirurgie, donc distribution alimentaire, mais certaines ont une activité également de prosélytisme et payent même les réfugiés, proposent aux réfugiés d'assister à des cours moyennant 50-200 dinars la semaine. Alors, une chercheuse allemande a voulu savoir... Mais qui finance ça? Eh ben, des donateurs privés qui via des organisations qataries, saoudiens et qataris. En fait. Et donc là, c'est là le problème. Le problème, c'est que la Jordanie avait des organisations de défense des droits des femmes, des droits très avancés, et arrivait depuis 20 ans à faire évoluer des définitions de la charia, du droit personnel, par exemple tout récemment concernant l'héritage des femmes. Et donc elles sont vraiment à l'avancée d'une réflexion au sein du pays. Et là, d'un seul coup, on a d'autres modèles qui arrivent à l'occasion de cette crise humanitaire, avec d'autres messages. Alors même si ça concerne très peu de personnes, malgré tout, il y a toujours cette possibilité. Alors la question est de savoir maintenant comment les autorités publiques répondent à tout ça. Je vais faire dans un instant peut-être réagir nos autres interlocuteurs qui sont autour de cette table, mais peut-être avant une dernière question justement autour de cette lutte finalement contre Daesh. On sait que la Jordanie a rejoint la coalition internationale en septembre 2014. On sait qu'elle se place comme championne d'une certaine manière de cette lutte. On sait qu'elle sert finalement de plateforme pour la coalition internationale. D'ailleurs, beaucoup des Mirage 2000 qui partent bombarder du côté de l'Irak et de la Syrie partent justement de cette base à côté d'Amman. Et en même temps, on se souvient bien sûr de l'assassinat de ce pilote jordanien qui avait terriblement choqué l'opinion. Ça avait été vraiment un drame national.
presque un an après maintenant, c'était en février 2015, plus d'un an après, est-ce qu'il vous semble que la Jordanie a accentué son combat, ou est-ce qu'au contraire, il vous semble que, voyant les dangers qui sont liés à tout ça, que ça pourrait représenter en termes de sécurité, y compris à l'intérieur de son propre territoire, est-ce qu'il vous semble qu'elle a peut-être un peu levé le pied? Non, au contraire. Au contraire. La diffusion de la vidéo de l'assassinat du pilote Moaz Kassasbeh en février 2015 a été un traumatisme national. La vidéo d'ailleurs a circulé dans toutes les écoles, enfin tous les enfants l'ont vue, c'est quelque chose, c'était un choc, vraiment. Après cela, tous les réfugiés du pays ont été invités à se réenregistrer auprès du ministère de l'Intérieur, parce que j'ai mentionné, en fait, pour avoir accès aux écoles et à l'hôpital, il doit avoir une carte de service émise par le ministère de l'Intérieur. Et donc toutes ces cartes ont été, tous les réfugiés ont dû les réémettre. Et donc non, il y a un réel. Et puis il y a des démantèlements de cellules salafis. On a eu cette crise en février 2015, une cellule qui a été démantelée dans la ville d'Irbid, en fait, qui nous a tous un peu effrayés, donc pro Daesh. Mais surtout, il y a eu une campagne nationale, février 2016, c'était cette année-là, février 2016. Mais donc, dès mars 2015, le roi a lancé une campagne nationale Sois fier, tu es jordanien, El Farrasek Anta Ordoni, et qui vise justement à réunir la nation autour du combat commun contre ces montées de... Peut-être une réaction de nos invités avant de glisser doucement vers notre table ronde consacrée justement à l'Arabie Saoudite. Yves Aubin de la Messusière, peut-être? Oui, je vous remercie. C'était une analyse très intéressante d'un pays que j'ai connu ayant été en poste, mais il y a fort longtemps. C'est un moment extrêmement difficile pour la Jordanie. Et je vois que malgré sa fragilité objective et intrinsèque, c'est un pays qui tient. Et d'ailleurs, on peut remarquer que finalement, ce sont les monarchies. Malgré, on parlera tout à l'heure de l'Arabie Saoudite qui a des fragilités, mais on le voit le Maroc, par exemple, la Jordanie, le Bahreïn, les autres monarchies qui tiennent mieux que des républiques qui sont devenues des républiques monarchistes, en quelque sorte. Donc, c'est le cas de la Tunisie et de l'Égypte. Et alors, ce qui me frappe, ce que vous avez dit à la fin est très intéressant sur la mise en avant par le roi et par je pense peut-être la plupart des forces politiques sur la jordanité, comme on peut parler de l'égyptianité. Et donc, il n'y a plus de référence à disons, de nature nationaliste arabe ou alors à la Oumma islamique. Mais par ailleurs, moi je me demande si, pour l'État islamique, je préfère l'appellation État islamique que Daesh, qui est un acronyme qui ne correspond plus à la réalité. Et l'État islamique a-t-il fait de la Jordanie une cible ? Ça ne semble pas être véritablement le cas, alors que c'est la réalité pour l'Arabie Saoudite. Donc, alors, tout ça permet peut-être à ce pays-là de tenir pour l'instant. Bertrand Badi, une réaction également. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est le décalage absolument incroyable qu'il y a entre nos débats européens et la situation au Moyen-Orient. C'est-à-dire, le réfugié est une figure impossible en Europe. On n'arrive pas à en débattre, à en discuter, à légiférer. Et regardez ce que la Jordanie doit absorber de réfugiés. Regardez la Turquie et ses 2 millions de réfugiés. Regardez le Liban qui double pratiquement sa population en accueillant les réfugiés syriens. Et là-bas, le débat n'est pas aussi stratosphérique qu'il l'est chez nous. En tout cas, le débat n'est pas faut-il ou ne faut-il pas. Le débat, c'est comment. Mais voilà. Et prenons exemple sur le Moyen-Orient. Prenons exemple. C'est-à-dire, arrêtons de dire que nous avons les solutions sur tout et que les autres prennent exemple sur nous. Prenons exemple sur la capacité de ces sociétés d'absorber, de vivre et de bien accueillir. Moi, j'ai vu les camps en Turquie. On ne peut pas considérer que ce sont des horreurs. De bien accueillir ces populations. De ce point de vue-là, le Moyen-Orient est en avance d'un siècle sur nous. بس بدي مكان اضمن فياته حق ابني انا مش قاتل بس قادر اجرم من اجل حقي عشان وطني قلمي قاعد بكتب باسمي بديش مجند اسرائيليه تمنع دفني بوطني بدي اندفن بنفس المقبره اندفن فيها جدي ومن طفولتي بحلم لما اكبر اصير جندي مع الوقت اكتشفت لمين بدي انتمي محمود عباس فتح حماس. En tout cas, Myriam Ababsa, vous allez rester bien sûr avec nous. On va poursuivre nos discussions ensemble. On va parler donc de la diplomatie arabe de la France et nous allons nous interroger tout particulièrement sur l'alliance stratégique qu'elle a construite avec l'Arabie Saoudite, un pays où c'est vrai, on le sait, on le remarque régulièrement, les représentants français se rendent très régulièrement. La France, elle est opposée à la peine de mort. Tout doit être fait pour
faire cesser ces exécutions, partout, et notamment en Arabie Saoudite. Et c'est pourquoi je demande à l'Arabie Saoudite de renoncer à l'exécution du jeune Ali Mohamed Al-Nimr. La paix en Syrie, l'Arabie Saoudite a un rôle à jouer. Donc ça méritait une Légion d'honneur. C'est une tradition diplomatique. Partenariat, c'est bien le mot-clé de notre relation et des accords qui viennent d'être signés. Avec l'Arabie Saoudite, nous avançons en confiance, nous approfondissons une relation économique que nous tournons résolument vers l'avenir. Vous aurez reconnu les voix de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls. Partenariat, le mot-clé qui pourrait définir la relation entre Paris et Riyad, bien qu'il soit assez clair que l'Arabie Saoudite a une conception des droits de l'homme assez éloignée de celle que la France des Lumières pourrait espérer. Peine capitale, amputation, droits des femmes. Force est de toute façon de constater que Paris a fait de Riyad depuis longtemps maintenant un allié privilégié, un partenaire de premier plan, absolument incontournable pour l'aider dans sa lutte contre Daesh, même si on sait aussi que le régime wahhabite a longtemps été, disons, plutôt propice, voire carrément favorable à cette montée en puissance du terrorisme islamiste. On se rappelle notamment des conclusions, bien sûr, de ce rapport américain qui révélait les implications de l'Arabie Saoudite dans les attentats du 11 septembre. Il semble qu'aujourd'hui, en tout cas, le régime a pris conscience que Daesh constitue une menace dans sa propre survie. D'ailleurs, il faut rappeler aussi qu'il a régulièrement été, ces derniers mois, la cible d'attentats perpétrés justement par des membres de l'État islamique. On va s'interroger donc ce matin sur la diplomatie arabe de la France. L'Arabie Saoudite est-il un allié obligé? Voilà la question qu'on se pose ce matin avec Bertrand Badi, Yves Aubin de la Messusière et Marc Semo du journal Le Monde, en direct toujours de l'Institut du Monde Arabe à l'occasion de ces rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Marc, on va faire comme chaque semaine, on va commencer avec vous. Jusqu'ici, Paris, je le disais, considérait que l'Arabie Saoudite était absolument incontournable pour organiser d'une certaine manière la stabilité de la région. C'était bien sûr ces énormes ressources financières qui permettaient tout ça, sauf que je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, son économie va mal, très mal. On va vendre une partie de la compagnie pétrolière nationale. Certaines entreprises de BTP, on l'apprenait ces derniers jours, ne payent plus leurs employés depuis des mois. D'autres licencient même carrément à tour de bras. Je pense notamment justement au fameux groupe Bin Laden qui appartenait à la famille de l'ancien terroriste. Le FMI nous expliquait aussi que d'ici 4-5 ans, eh bien, les ressources financières du pays pourraient être épuisées. Et là, on se dit quand même, Marc, que les chancelleries occidentales doivent un tout petit peu trembler, et en particulier la diplomatie française qui s'est largement appuyée sur ce partenaire saoudien. Oui, en partie. Et en même temps, l'économie saoudienne, alors c'est compliqué, tente des réformes. Mais justement, ce pari stratégique n'est pas avant tout économique. Alors il naît, il ne faut pas l'oublier, en partie, c'est une diplomatie d'aubaine. Ce sont les différents croissants entre l'administration Obama et la monarchie saoudienne qui ont laissé un espace important à la France. Mais depuis, et il faut reconnaître sur cela une cohérence de la diplomatie française, elle garde le cap, elle garde ce cap du camp sunnite dit modéré, dont Riyad est le pilier, et elle en fait un partenaire essentiel de toute la stratégie pour le Moyen-Orient. Alors, à l'époque de Sarkozy, c'était surtout le Qatar. Avec François Hollande, c'est maintenant la monarchie saoudienne. Il avait été invité il y a un an, c'était le premier chef d'État occidental invité au sommet des pays du Golfe. C'est important. La France et l'Arabie saoudite, en plus, partagent sur un certain nombre d'options stratégiques la même vision, notamment par rapport à la révolution syrienne. Ce sont deux des pays les plus impliqués dans le soutien à la révolution syrienne. Ils avaient eu la même exaspération quand, en 2013, à l'été 2013, après l'utilisation de l'arme chimique par le régime d'Assad contre sa population, les États-Unis, malgré leurs engagements, ont reculé. Ils avaient la même méfiance, Paris et Riyad, par rapport à l'Iran nucléaire. Les uns et les autres se sont engagés pour éviter un accord au rabais. Donc, alors, tout cela est vrai. Alors, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal que notre principal partenaire et allié soit un pays où on lapide les femmes, où il y a des décapitations publiques, où il n'y a pas de parti politique, où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Mais c'est vraiment un pari stratégique qui n'est pas que économique. Et là-dessus, il faut être lucide. Bon, c'est vrai que la Légion d'honneur donnée au prince héritier, mais c'était surtout une erreur de com' de la part de l'Élysée qui a laissé les Saoudiens le dire plutôt que de prendre les devants. Ça fait partie des us et coutumes de la diplomatie. Il faut savoir ce qu'on veut. L'Arabie saoudite est un pays fondamental pour une stratégie dans la région. On a voulu que l'Arabie saoudite soit sur la photo à la fin de la COP 21 en tant que principale puissance pétrolière à propos justement de la lutte contre le changement climatique. L'Arabie saoudite est aussi essentielle, par exemple, pour lutter contre l'État islamique et son idéologie, y compris
si le wahhabisme a été extrêmement ambigu, s'il y a eu des longues et des connivences, mais justement, c'est à cause même de cela que c'est essentiel pour lutter contre l'islamisme radical. Yves Aubin de la Messusière, est-ce que cette mauvaise santé économique de l'Arabie Saoudite, ça inquiète Paris? Je pense que, à mon avis, je ne m'inquiéterai pas trop de la situation économique de l'Arabie Saoudite, là qui est face à des difficultés comme les autres pays producteurs de pétrole de la région, mais beaucoup plus que d'autres, avec pour la première fois, je crois, un budget en déficit de 80 milliards de dollars. Cela paraît énorme. Une centaine de milliards de dollars ont été dépensés depuis 2011 pour apaiser les tensions sociales qui se sont exprimées au début de ce qu'on appelle les printemps arabes. Et donc il y a maintenant l'homme fort dont on parle beaucoup, Mohammed Ben Salman, qui est le vice-prince héritier. C'est lui qui tient l'économie et c'est lui aussi qui est en charge de l'Aramco et qui va... Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une évolution qui pouvait paraître naturelle de vendre une partie, de mettre sur le marché une partie des actifs, mais je crois que ça représente moins de 10%. Alors évidemment, tout ça va rapporter. Donc il y a des réformes et qui fait que probablement l'Arabie Saoudite, on est dans la fin de ce qu'on appelle l'État-providence. Parce que les populations, il faut voir que dans ce pays, malgré cette manne pétrolière, il y a un chômage très important, notamment des jeunes diplômés, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Et je crois que la vraie faiblesse de l'Arabie Saoudite, c'est sa société, qui est travaillée depuis des décennies depuis sa création même de l'Arabie Saoudite, par ce qu'on appelle le salafisme, qui est devenu le wahhabisme en quelque sorte. Et là, on pourra peut-être parler des responsabilités de l'Arabie Saoudite, non pas dans le financement de l'État islamique. L'État ne finance pas, aucun État ne finance, mais c'est la société elle-même à travers les fondations, des individus et des personnes qui ont les moyens de financer ces différentes mouvance islamiste radicale. On l'entendait à travers l'analyse tout à l'heure de Myriam Ababsa. Bertrand Badi, Marc Semo disait que Paris comptait sur l'Arabie Saoudite dans sa stratégie de lutte contre Daesh. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que l'Arabie Saoudite est un bon allié? C'est une longue histoire, parce que qui a trouvé la bonne stratégie face à Daesh méritera tous les prix Nobel en même temps. Donc, il faudrait d'abord se poser ce genre de questions, mais ce n'est pas le but de l'émission. Moi, ce que je crois, tout en souscrivant tout à fait à ce qu'a dit Yves Aubin de la Messusière, en ajoutant peut-être une chose, c'est que la société d'Arabie Saoudite est une société très jeune. La pyramide des âges est très jeune et que donc il y a une demande de société civile organisée, modernisée, liée à une économie productive qui probablement commence à faire bouger les choses dans ce pays où rien ne bougeait véritablement. Mais quant au regard que porte la France, moi je crois qu'il y a au moins 3 grandes fragilités dans ce regard et qui m'amènent, comme toujours, à être d'accord avec Marc, mais bon, voilà. La première fragilité, c'est de croire que l'on peut mener diplomatie économique et diplomatie tout court, la main dans la main. D'abord, ce mot diplomatie économique, je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. C'est pourtant ce qu'on fait depuis voilà. encore plus depuis l'arrivée de Laurent Fabius, qui a tout réorganisé en fonction de ça. Que c'est très dangereux de penser la diplomatie, dont il ne faut pas oublier que la seule définition recevable est de dire que c'est la science de savoir gérer les séparations et les différends, avec l'effort de transaction économique qui correspond à une autre rationalité, et il n'est pas dit a priori que tout ceci s'accorde naturellement. Et effectivement, l'investissement économique qui existe quand même fait du côté de l'Arabie Saoudite fait que de temps en temps on se retrouve la main dans la main avec celle-ci sur certains terrains, comme par exemple le terrain yéménite, sans savoir véritablement ce qu'on y fait et si on a raison d'y faire quelque chose. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas, je répète toujours la même chose, mais je ne suis toujours pas convaincu à l'existence d'une rationalité sunnite et encore plus d'une rationalité sunnite modérée. Le Moyen-Orient, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et le principal tort de la diplomatie française, c'est d'avoir cette lecture campiste en disant il y a des sunnites et d'un côté et des chiites de l'autre, et puis on va voir comment ça va se passer, et surtout on va voir qui on aime mieux, et tout ceci aboutit, je crois, à certains schématismes. Écoutez, je recevais ce matin un militant kurde irakien, sunnite,
dont les rapports avec l'État islamique, comme vous le savez, ne sont pas des meilleurs, puisqu'ils sont en situation d'antagonisme, et même les Kurdes qui font l'essentiel du travail en ce moment sur le terrain, ce sont des sunnites, les Kurdes. Bon. Si maintenant, pour faire marcher ce schéma théorique, on considère que la Syrie est un pays chiite, prolongement du chiisme iranien, on commet des erreurs. D'abord, les alaouites, très minoritaires en Syrie, ne sont pas des chiites au sens iranien du terme, et M. Bachar est un laïc, tout ce qu'il y a de laïque de chez laïque. Donc tout ceci ne va pas. L'étendard sunnite, c'est un moyen, un instrument, loyal peut-être, mais un instrument de la diplomatie saoudienne pour justifier, légitimer son jeu, voire son leadership. Et se laisser piéger par ce genre de choses ne va pas. Et puis il y a un troisième postulat qui me paraît dangereux, c'est de croire que le schéma ami-ennemi marche, c'est-à-dire que l'ami de mes amis est un ami, que l'ennemi de mes ennemis est un ami, que l'ennemi de mes amis est un ennemi. C'est pas du tout ça, effectivement. Si les ennemis de mes ennemis sont mes amis, alors l'Iran doit être mon meilleur ami dans la région. Mon meilleur ami. Et l'Arabie Saoudite ne peut pas être mon meilleur ami dans la région. Même si c'est très compliqué, qu'on n'a pas le droit de dire que l'Arabie Saoudite soutient Daesh, parce que, bon, comme le disait très justement Yves Aubin de la Messusière, c'est plus un effet de réseau de société qu'un effet d'État. Il reste quand même qu'il est trop simple de considérer que l'Arabie Saoudite est l'ennemi de Daesh, et donc de ce point de vue-là, notre ami. Donc il y a un peu, dans une copie d'étudiants, on dira quand même trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Ah, voilà, trop d'erreurs. Yves Aubin de la Messusière, on va évidemment parler de l'Iran parce que les deux finalement vont ensemble. Peut-être réaction, notamment Bertrand Badi nous dit finalement il n'y a pas de camp sunnite modéré, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, il y a, je ne sais pas si on peut qualifier de modéré, c'est comme les islamistes modérés, ceux qui ne le seraient pas. Ce sont effectivement des définitions approximatives. Et concernant l'opposition monde chiite, monde sunnite, moi, je parle souvent, j'écris un article, fabrication d'un conflit. Voilà. Très bien. Qui n'est pas de nature religieuse, même si elle peut prendre progressivement. Il faut le voir, du côté de l'État islamique, on peut assassiner sur une route quelqu'un qui, parce qu'on lui demandera de faire la prière, parce qu'il est chiite, il ne la fera pas de la même manière qu'un sunnite, il sera exécuté pour cela. Cela arrive. Mais on n'est peut-être pas encore dans la dimension proprement religieuse. Mais là où il y a une responsabilité de l'Arabie Saoudite, c'est pour ça que je crois que François Hollande et le gouvernement actuel en a fait un peu trop. Du côté de Sarkozy, moi j'étais en responsabilité, directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient, c'était le tout Qatar. Et maintenant, j'ai l'impression c'est le tout Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite qui a créé cette coalition sunnite et qui a créé spécifiquement, en réunissant tous les pays du Golfe pour lutter contre les houthistes au Yémen. Et là, effectivement, la diplomatie, je crois, française a eu tort de s'associer, non pas sur le terrain militairement, mais de s'associer et d'approuver donc l'intervention saoudienne qui apparaît d'ailleurs comme une catastrophe. On parlait d'humanitaire tout à l'heure, s'agissant de la Syrie, de la Jordanie et de l'Irak, mais il y a une situation humanitaire épouvantable au Yémen. Donc il y a cette coalition sunnite qui s'est créée et au-delà, donc le nouveau souverain saoudien a annoncé la création d'une coalition sunnite très large qui irait jusqu'au Maroc. Il voulait y associer le Pakistan. C'est très intéressant ce qui s'est passé. Et là, on retrouve la dimension religieuse. Le Pakistan ne s'est pas associé parce qu'il y a eu un vote au Parlement. Et pourquoi y a-t-il eu ce refus? Parce que les Saoudiens faisaient passer ce message, rejoignez-nous, parce que vous êtes majoritairement sunnites, mais n'envoyez pas de soldats chiites, parce que les chiites sont présents aussi au Pakistan. Alors vous voyez, donc il y a... alors voilà, donc... et sur cette idée de Bertrand Badi, selon laquelle finalement il faut sortir de cette idée, mais les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, etc., etc. Et de ce point de vue-là, si on transpose à notre contexte-là, est-ce que finalement la France doit choisir entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ou pour le dire autrement, est-ce qu'elle doit se rapprocher de Téhéran tout en essayant de ne pas trop froisser du coup Riyad? Non, je crois, la diplomatie, c'est à la fois, je crois beaucoup aux principes, bien entendu, à nos valeurs de la diplomatie française, et puis il y a aussi le pragmatisme et le réalisme. L'Arabie Saoudite, c'est en tout état de cause, et c'est ancien. Souvenez-vous, François Mitterrand, lorsqu'il a été élu, son premier déplacement, c'était l'Arabie Saoudite. Il a fait passer des messages.
la politique aussi qui a suivi du président de la République, l'ancien Chirac, mais avec le souci toujours, parce que j'en ai été l'observateur, l'ayant accompagné dans tous ces pays-là, de l'équilibre entre les différentes formations, les différents pays. Mais concernant... Et là, peut-être que justement, ça alors, manque d'équilibre. Sur concernant l'Iran, on se l'Iran, souvient que la diplomatie française a été extrêmement intransigeante. Là, c'était l'effet de Laurent Fabius. Donc, je n'ai pas compris fondamentalement comment pouvait-il avoir cette attitude lorsqu'il y a eu les négociations autour du nucléaire iranien. Est-ce que c'était de la posture ou est-ce que c'était véritablement des convictions? Et quel a été l'apport de la France finalement dans l'accord final? À mon avis, je dois le dire, pas grand-chose finalement. Mais enfin, bon, c'était... Marc, c'est mot d'eau de ligne de la tête, mais on va lui donner la parole dans un instant. Oui, très bien. Mais voilà, donc, et c'était un élément, effectivement, des convergences entre la France et l'Arabie saoudite. C'est le nucléaire, c'est le Yémen et c'est la Syrie. Donc, et alors concernant l'Iran, finalement, puisque nous n'avons jamais été véritablement en rupture avec l'Iran, et là, on a renoué. Il y a eu des crispations, mais ce n'est pas la rupture. Donc, il y a eu des déplacements officiels en Iran, il y a des contrats qui s'annoncent, et peut-être seront-ils réalisés ou pas, mais il faut savoir aussi, concernant finalement le retour économique, puisque moi aussi, la définition de la diplomatie économique, c'est un élément de la diplomatie globale. On a toujours fait de la diplomatie économique. Bon, il a eu raison, Roland Fabius, d'appuyer sur ce thème-là. Mais quel a été le retour en Arabie saoudite? Quand le Premier ministre Manuel Valls a annoncé sur un tweet, le fameux tweet, 10 milliards de dollars de contrats, le problème est de savoir quelle est la réalité. Il y a une forme de désistement, notamment qui concerne le Liban. Et puis aussi sur d'autres contrats. Est-ce que c'est lié à des effets économiques, à des effets de la baisse, effectivement, des revenus de l'Arabie saoudite? Probablement. Mais il y a toujours le souci de l'Arabie saoudite de réserver les plus hauts contrats au partenaire principal, qui restera le partenaire principal malgré la crispation actuelle, ce sont les États-Unis. Marc Semo du Monde et ensuite Bertrand Badi. Marc Semo. Lisière a entièrement raison. L'aspect contrat est quasiment secondaire dans ce choix de la France. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un affrontement sunnite-chiite, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un affrontement politique. Et qui se cristallise autour du conflit syrien, avec deux grands blocs, qui sont d'un côté la Russie, l'Iran et le régime de Assad, de l'autre, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis avec une certaine ambiguïté, et justement ce camp sunnite modéré. Mais ces deux camps qui se sont cristallisés sur ce dossier, on les retrouve sur beaucoup d'autres dossiers dans la région, y compris sur la question, par exemple, du processus de paix israélo-palestinien que la France tend à vouloir relancer. Parce que, justement, ce qu'on a oublié, c'est un des projets les plus avancés pour un espoir de règlement de ce conflit et de reprise du processus et des négociations, ça avait été la proposition de la Ligue, qui était saoudienne et de la Ligue arabe en 2002, qui était, disons, jusqu'ici l'architecture la plus globale d'une solution de ce conflit. Et donc, on voit là que c'est vraiment aussi un choix politique et que ce n'est pas que uniquement une diplomatie, disons, de gros sous. Il y a réellement un partenaire potentiel avec lequel il est possible d'essayer de faire bouger un certain nombre de lignes dans la région. Et je rappelle sur le conflit israélo-palestinien que la France a récemment justement lancé une initiative pour essayer de remettre un peu tout le monde autour de la table. Dans un premier temps, John Kerry avait dit qu'il ne serait pas là, puis finalement, on vient d'apprendre hier d'ailleurs dans les pages du Monde qu'il sera bien là à la prochaine réunion qui devrait se tenir là début juin. Bertrand Badi. Oui, plusieurs choses. D'abord, je crois qu'effectivement, en emboîtant le pas, ce que vient de dire Marc Semo, ce n'est pas une question de camp, c'est une question de leadership. Et le camp, il se dessine plus ou moins en fonction de ça. Il ne faut quand même pas oublier que l'un des effets majeurs du printemps arabe a été de décapiter les trois têtes naturelles dans le monde arabe, c'est-à-dire les trois califats, en fait, celui de Damas, de Bagdad et du Caire. Et que ceci a créé un vide qui a aspiré l'Arabie saoudite et qui l'a aussi inspiré, la poussant à revendiquer un leadership sur un monde arabe qui était privé de ses forces politiques naturelles qui traditionnellement menaient le bal au Moyen-Orient, en tous les cas depuis la Seconde Guerre mondiale. L'élément majeur et nouveau sur le plan politico-diplomatique, c'est cette aspiration à l'Arabie saoudite à être le nouveau leader au sein de la Ligue arabe. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a pour autant des camps? C'est déjà beaucoup plus compliqué parce que je suis toujours un peu perturbé lorsqu'on me parle de la péninsule arabique.
comme si tout le monde marchait comme un seul homme derrière l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est plus grand de tout ce monde qui peuple la péninsule arabique. Mais enfin, déjà, il faut exclure Oman, qui est cavalier seul et qui est souvent plus proche de l'Iran que de l'Arabie Saoudite. Mais l'Oman est quand même un morceau de la péninsule arabique. Le Koweït et les Émirats arabes unis ne sont pas tellement déterminés à suivre totalement et aveuglement l'Arabie Saoudite dans cette affaire. Il y a énormément d'Iraniens au Koweït, plus de 100 000. Il y a énormément d'intérêts économiques et financiers à Dubaï et à Koweït. Soyons prudents. Il n'y a que Bahreïn qui, pour des raisons absolument évidentes, effectivement, est parfaitement aligné. Alors, quand moi, je dirais pas véritablement cela, et du coup, je repars, cher Florian Delorme, du titre que vous avez donné à votre émission, la diplomatie arabe. La diplomatie arabe de la France, d'où vient-elle? Elle vient, pour l'essentiel, du général de Gaulle. Était-ce dans l'idée de s'aligner sur un camp contre un autre? Justement, toute la finesse du général de Gaulle, lorsqu'il a lancé cette politique et qu'il l'a concrétisée notamment lors de la guerre des 6 jours, ça a été un rapprochement global avec le monde arabe sans avoir à choisir son camp. À partir d'une intuition absolument formidable à l'époque, qui était de dire que le conflit Est-Ouest n'allait pas durer, que le conflit Nord-Sud allait très vite devenir le conflit dominant et que dans ce conflit Nord-Sud, la place du monde arabe sera majeure. Avouez que c'était quand même une très belle intuition. Et très intelligemment, il n'a pas cherché à dire, bon, ben, on fait 2 colonnes, les bons et les mauvais dans le monde arabe, les sunnites ou les chiites, Hassan ou Hussein. Non, c'était effectivement avoir une politique de présence globale de la France au Moyen-Orient, dans le monde arabe, pardon, après le passif de Suez et de la guerre d'Algérie, et d'avoir eu cette intuition dont tout le monde se moque aujourd'hui, mais qui était très belle, qui était de dire, mais il faut que la France ait une politique indépendante dans le monde arabe pour qu'elle puisse apporter un témoignage occidental au droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes. Bon. C'est-à-dire, en quelque sorte, de montrer que dans le camp occidental, il y avait des gens qui, avec leur propre langage et leur propre histoire, pouvaient prendre fait et cause pour les douleurs du monde arabe. Ce qui n'impliquait absolument pas clivage. Et je revois le général de Gaulle recevant autant à l'Élysée le maréchal Aref que le roi du Maroc, le roi de Jordanie que les dirigeants de Damas, etc., etc. Il s'apprêtait, dit-on, à recevoir Gamal Abdel Nasser ou d'aller le voir au Caire. On ne saura jamais si c'est vrai, enfin c'est probable. Et tout cela montre qu'on est complètement décalage. Mais quel intérêt la France a-t-elle de se définir dans le monde arabe pour un camp contre un autre? Quel est l'intérêt, quel est le sens, quel est l'apport, la plus-value française dans cette affaire? Yves Aubin de la Messusière, je vous laisse peut-être réagir à la question que vient de poser Bertrand Badi, mais peut-être aussi sur le conflit israélo-palestinien, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette initiative française. Je crois que vous aviez signé d'ailleurs dans Libération un papier dans lequel vous souteniez finalement cette initiative. Peut-être un mot justement là-dessus. Pourquoi finalement? Oui, alors sur l'initiative qui est courageuse, qui a été lancée par Laurent Fabius peu de temps avant son départ du ministère des Affaires étrangères, et qui renoue, elle était très importante, et je n'ai vu de cesse de le dire dans les contacts que j'ai toujours avec le Quai d'Orsay. Quelle est la perception de la France dans le monde arabe? Elle a changé du fait de nos interventions et interventions à caractère militaire. Nous apparaissons comme, en quelque sorte, une puissance militaire, mais quand même mineure par rapport aux États-Unis et même par rapport à la Russie. Alors on peut, autant il y avait peut-être des justifications d'intervenir au Mali, en Centrafrique, mais on peut s'interroger sur l'opportunité et la pertinence de nos interventions en Syrie et en Irak. Et donc il fallait rétablir les choses et rétablir souvent ce que je dis, il y a une tradition qu'on peut appeler gaulo-mitterrandienne de la diplomatie française. Et qui concernait plus particulièrement, pour rejoindre à ce que disait Bertrand Badi, le conflit israélo-palestinien, où il y a eu, à travers les dernières décennies, une marque proprement française, qui a été très régulièrement en initiative. Et donc cette initiative-là est prise, non pas parce qu'il y avait un vide américain, qui est l'acteur principal, bien entendu,
parce que les États-Unis sont en campagne électorale. Il y a eu l'échec de l'exercice mené avec beaucoup de détermination et peut-être aussi de naïveté de Kerry, parce qu'il n'était pas suivi par Barack Obama finalement, hein, dans cette négociation, enfin, qu'il essayait de mener pour déboucher sur une perspective diplomatique pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Ça a été un échec. Et c'est pour ça que donc la diplomatie française a estimé qu'il fallait changer de méthode et élargir en quelque sorte, sans aller directement dans le système des Nations Unies, élargir un peu en quelque sorte les partenaires donc intéressés par la résolution du conflit israélo-palestinien, qui garde sa centralité, hein, même s'il a été en quelque sorte marginalisé par les différentes, je préfère moi parler plutôt que de printemps arabe, des révolutions arabes, parce que ce sont des véritables révolutions, donc marginalisées. Et la France rappelle la centralité de ce conflit israélo-palestinien. Et donc avec une nouvelle méthode et un nouveau cadre beaucoup plus élargi qui associerait non avec seulement... aussi peut-être, pardon de vous couper, mais une nouvelle approche, une nouvelle posture vis-à-vis d'Israël. On se souvient de la première réaction de François Hollande à l'été 2014, au moment où la région s'était enflammée à nouveau. Ce qui avait été dit dans le communiqué, vous vous en souvenez, c'était de rappeler que l'État hébreu avait le droit à l'autodéfense. Alors juste derrière, on avait eu un communiqué des affaires étrangères. Le chant d'amour aux dirigeants israéliens. Oui. Non, c'est vrai que c'est là qu'il y a une évolution, parce que moi, je me souviens du premier discours du président de la République à la conférence des ambassadeurs, moi j'étais le témoin, et où il évoquait en quelques mots, simplement, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, sans parler, sans évoquer l'État palestinien. C'était le discours de la conférence de Venise, souvenez-vous, 1980, d'initiative française. Donc c'était une espèce de régression. Alors après, il y a eu une évolution. Je pense que Laurent Fabius y a apporté sa marque. Alors voilà que maintenant, donc, le nouveau ministre a hérité de cette initiative. Le Premier ministre se trouve actuellement dans la région, entre Israël et Palestine, mais il y aura probablement début juin, puisque la date sera fixée au début juin, pour s'assurer de la présence de Kerry, avec les ministres des Affaires étrangères. Alors j'ai oublié de dire, ce qui est très important, nous avons parlé de l'Arabie saoudite, c'est qu'on veut y associer les principaux partenaires arabes à cette initiative, dont l'Arabie saoudite, et ce sera l'occasion de remettre sur la table l'initiative qui était saoudienne, mais approuvée par la Ligue arabe. C'est donc l'initiative de 2002, hein, c'est la paix contre les territoires. Voilà, donc, alors pour finir, là, je suis assez sceptique pour différentes raisons. En quelques mots, parce qu'on arrive presque au terme de l'émission, mais je vous en prie. C'est la suite, la conférence au sommet, donc, qui devrait se tenir avant la fin de l'année, ce sera beaucoup plus difficile. Bertrand Badi, Chronos nous offre, allez, 1 minute. Oui, mon scepticisme porte aussi sur cette initiative française. D'abord, moi, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas été très bien accueillie, assez froidement. Et bon, quand on lance une initiative diplomatique, il faut toujours se poser 2 questions. Est-ce que l'on est bien placé? Est-ce qu'on a les bonnes ressources? On était bien placé pour gérer le conflit israélo-palestinien. Vous évoquiez la déclaration de Venise, on pourrait évoquer celle de Berlin en 99, celle de Séville en 2002, qui ont marqué un leadership français, non seulement sur ce dossier, mais un leadership diplomatique français sur l'Europe, qui marchait aux côtés de la France sur ce sujet. Est-ce que nous avons cette ressource aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que l'évolution de notre position sur le conflit israélo-palestinien a été profitable? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que ce à quoi ressemble la question palestinienne aujourd'hui favorise une négociation quand on sait que la solution à 2 États est complètement hypothéquée par les 500 000 colons israéliens que la diplomatie occidentale avait laissé s'installer dans la région? Donc voilà, j'aimerais être optimiste, je suis très pessimiste. Ben voilà, c'est sur ces mots. On aurait préféré que vous soyez optimiste, effectivement. Merci beaucoup. Pas de ma faute. Hein. Bertrand Badi, je rappellerai, tiens, votre dernier ouvrage, Nous ne sommes plus seuls au monde, c'était paru à la découverte. Merci infiniment également à Yves Aubin d'Amé-Suzière, à nos partenaires du Monde, Marc Semo, et également à Myriam Ababsa qui est avec nous en début d'émission. Merci à tous. Dans un instant, sur France Culture, on retrouve la grande table de Caroline Brouet. On quitte cet institut du monde arabe à l'occasion de ces rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Et vous pouvez bien sûr y venir pour assister aux différentes conférences qui ont lieu ici. Tout de suite sur France Culture, la vie moderne. Très belle journée, très bon week-end et à lundi.